Bonjour, monsieur le haut-commissaire. Pouvez-vous nous dire pourquoi des journées de l'OMVS au Mali? D'abord, il y a une raison institutionnelle, c'est que le président de la République du Mali, son Excellence M. Amadou Toumani Touré, est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La seconde raison, c'est qu'on est en tournant de la vie de notre organisation pour différentes raisons. D'abord, on est une organisation qui a élargi son pacte de solidarité à l'ensemble des États riverains du bassin du fleuve Sénégal avec l'adhésion de la République de Guinée. La seconde raison, c'est la massification de nos projets et programmes en fonction de notre architecture programmatique telle qu'elle a été déclinée par le président en exercice de la conférence des chefs d'État. Et la troisième raison de ce tournant, c'est que, étant donné l'élargissement du pacte de solidarité à la République de Guinée, les défis qui interpellent nos États, on est au seuil d'une réforme institutionnelle de nos structures pour prendre en compte l'ensemble de ces exigences-là. Mais nous pensons aussi qu'il est temps que l'OMVS cesse de rester en tête-à-tête avec elle-même. Elle doit s'ouvrir, elle doit accepter de se soumettre au regard croisé des institutions non publiques, aux opérateurs privés, aux organisations de la société civile, qu'elle sache être une organisation citoyenne qui se préoccupe du sort de chacun et qui sache aussi écouter chacun. Monsieur le haut-commissaire, cette synchronisation se tient à un moment où nos pays font face à un problème de la crise alimentaire. Concrètement, qu'est-ce que l'OMVS peut jouer dans cette situation-là? D'abord, je crois qu'il est un peu important de dire ici que nous n'avons pas attendu d'être dans le creux de la vague de la crise alimentaire de 2008 pour être conscient de la fragilité des conditions de la sécurité alimentaire de nos pays. Et dans ce cadre, déjà en 2007, nous avons lancé un vaste programme de développement local qu'on appelle le BJIR. Et l'une des composantes majeures du BJIR concerne la dynamisation et la redynamisation du secteur productif et marchand à une échelle villageoise et communautaire, notamment pour ce qui est de l'agriculture. Et sur les 3 prochaines années, grâce au BJIR à l'échelle villageoise et à l'échelle communautaire, l'organisation va fournir au pays les ressources appropriées pour mettre en valeur 80 000 hectares, soit en irrigation gravitaire, soit en décrue contrôlé, soit en aménagement des bas-fonds. Et donc ça c'est au niveau micro-territorial. À une échelle plus vaste, déjà en Nouakchott, en décembre 2005, nous avons proposé un plan d'action régional pour l'amélioration des cultures irriguées qui a été approuvé. Et ce plan vise quoi? Il vise d'abord à accélérer le rythme des aménagements hydro-agricoles, à éviter la monoculture appauvrissante, donc d'ouvrir des pistes pour la diversification agricole, de moderniser les systèmes de production et d'exploitation. Quatrième élément, c'est que la ressource du bassin du fleuve Sénégal, si elle était exclusivement dédiée à l'agriculture jusqu'en 2002, elle ne l'est plus. Il y a un autre secteur concurrentiel qui est donc l'énergie. Or, on sait que l'agriculture est grosse consommatrice d'eau et on doit aussi, de façon concertée et coordonnée, essayer
d'établir des passerelles entre les uns et les autres pour les techniques d'économie de l'eau. Et enfin, c'est ce qui a été décidé aujourd'hui. C'est une lutte massive contre les TIFA et la prolifération de végétaux aquatiques nuisibles dans la basse vallée et les deltas en particulier, et qui ont 3 impacts majeurs sur l'agriculture. D'abord, ça consomme l'espace agricole, ça grève une hydraulicité optimale des axes, et enfin, étant donné la massification de la prolifération, elle constitue depuis 3 années ou 4 des habitats naturels aux oiseaux granivores qui détruisent les cultures. Donc voilà en gros ce plan qui a été fait en 2005-2006 nous semble consigner de bons choix à terme, mais étant donné la crise actuelle, on a proposé à cette session qu'il soit réactualisé pour y intégrer les préoccupations provoquées par la crise. Donc il va intégrer ce qui sont mesures structurelles et transformations d'une nature et d'une portée plus profonde, et celles qui résultent de la gravité et de la persistance de la crise alimentaire actuelle. Monsieur le haut-commissaire, on sait que la Guinée a réintégré l'organisation. Est-ce que des dispositions ont été prises pour qu'elle puisse bénéficier des retombées de l'OMVS? D'abord, en parlant de la Guinée, j'ai parlé de pacte de solidarité. Cela veut dire que les 4 États membres ont les mêmes responsabilités, ont les mêmes devoirs et bénéficient au mieux, en fonction des programmes en cours, des effets induits par notre politique. Pour le cas d'espèce de la Guinée, je vais donner trois exemples. Premier effet, c'est dans le cadre du système de transport multimodal, on va désenclaver les zones de production de la Guinée, qui sont les plus grandes zones de production grâce à la route Labé, Tougué, Dinguiraï, Sigiri. Et de l'autre côté, la réalisation dans le courant de l'année 2009 de l'ouvrage de Koukou-Tamba, avec une puissance installée de 280 MW. Troisième chose, c'est qu'en interconnectant la Guinée au RIMA, au réseau interconnecté de Manantali, on lui donne une opportunité d'accès à d'autres sources d'énergie qui proviennent ailleurs. Enfin, dans le cadre du développement local, dans le cadre du BGIR, 18 millions de dons seront investis dans l'aquaculture, dans les pêcheries, dans les petits aménagements hydro-agricoles et dans l'aménagement des bas-fonds et dans l'agroforesterie. Monsieur le haut-commissaire, les défis semblent être énormes pour l'OMVS. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique aujourd'hui? Oui, je pense que, comme cela a été dit par le président en exercice de la conférence des chefs d'État, par le président en exercice du Conseil des ministres, nous sommes une organisation qui est en très bonne santé, qui est forte, qui a de bonnes perspectives, et le plus important, ce sont des perspectives balisées, avec des financements qui sont déjà mobilisés, de l'ordre de plus de 600 milliards de francs CFA, et enfin, d'autres projets qui seront finalisés à la fin du second semestre 2008, et je pense que, et c'est le plus important à mes yeux, c'est que pour la mise en œuvre durable des programmes qui sont les nôtres, on a à Bamako ici adopté le plan d'action stratégique. C'est qu'on valorise les ressources du bassin, mais tout en préservant leurs grands équilibres agroécologiques, leur qualité,
Et cela a été consigné dans ce document qui est notre vision à long terme avec un horizon temporel de finalisation dans le courant de l'année 2030, accompagné de mesures contre la dégradation des terres et pour la conservation des eaux et des sols, des programmes massifs d'agroforesterie, de gestion et d'élaboration des plans d'aménagement adaptés, avec un montant global de 150 milliards de francs CFA. Donc oui, je pense que nous avons les moyens de notre politique. Merci. Je vous remercie. Au revoir.